C'est bon, vous voyez le partage, c'est bon? Vous avez le partage? Oui, madame. Ok. Voilà. Donc, on avait dit qu'une interface, c'est une classe qui est complètement abstraite. Elle ne contient que des signatures de méthode et éventuellement des constantes de classe. Donc, si vous avez des attributs, c'est des constantes de classe. Donc, une interface, c'est une classe qui est complètement abstraite. Voilà. Alors, la syntaxe de définition de l'interface, donc, il faut commencer par le mot-clé interface, minuscule comme ça. Alors, vous donnez le nom de l'interface et après, vous commencez à énumérer. S'il y a des constantes, vous énumérez la liste de vos constantes de classe. Et sinon, s'il n'y a que des signatures de méthode, vous mettez les signatures de méthode. Et chaque signature, vous la terminez par un point virgule. Bien sûr, ça veut dire que les méthodes à ce niveau ne sont pas définies. Alors, là, pour l'interface, donc une interface, forcément, elle doit être publique parce que, bon, elle est là pour être implémentée par d'autres classes. Les autres classes, les classes qui doivent implémenter l'interface ne sont pas forcément dans le même package. Donc, l'interface devrait être publique. Mais bon, si vous mettez public, c'est bon. Si vous ne mettez pas, c'est forcément, c'est implicite, c'est forcément public. Aussi, le mot-clé abstract. Vous avez vu avec les classes abstraites qui sont partiellement définies, il y a des méthodes qui sont définies, d'autres méthodes qui ne sont pas définies. Là, on est obligé de mettre abstract class. Mais là, bon, c'est pas la peine de mettre abstract interface parce que, bon, le mot interface implique que c'est abstrait. Bon, c'est sûr qu'une interface, comme elle n'est pas implémentée, elle n'est pas instanciable. Donc, elle est, voilà, elle est plus abstraite que la classe abstraite qui elle-même n'est pas instanciable. Donc, vous ne pouvez pas faire new d'une interface. Une interface n'a pas d'attribut d'instance, donc on a dit que des constantes de classe éventuellement, et pas de constructeur. Donc, il n'y a pas de constructeur dans l'interface. Dans la classe abstraite, on avait dit que dans une classe abstraite, on pouvait écrire un constructeur, mais on ne pouvait pas faire new de cette classe abstraite. Le constructeur dans la classe abstraite, il sera utilisé pour être appelé dans les classes dérivées. Voilà, donc l'interface, vous la définissez, mais elle est là pour être implémentée par une classe ou plusieurs classes. Hein. Donc, plusieurs classes peuvent implémenter la même interface. En général, c'est ça. Donc, on n'a pas une seule classe qui implémente l'interface. En général, c'est plusieurs classes qui implémentent l'interface. Bon, donc, entre la classe qui implémente l'interface et l'interface elle-même, vous avez le lien implements. Je ne sais pas si j'ai pas sauté d'autres diapos, il me semble qu'il y avait... Non, non, c'est bon. Non, ça c'est 23. Je pense qu'il y a 2 diapos qui ont sauté. Voilà. Donc là, entre la classe et l'interface, c'est le lien implement. Donc, pour implémenter une classe à partir d'une interface, on écrit classe, le nom de la classe, implement, et on met le nom de l'interface. Après, donc, vous ouvrez donc, vous commencez à définir votre classe. Là, à ce niveau, vous pouvez mettre les attributs de votre classe et vous êtes obligé. Donc, vous mettez un constructeur de votre classe. Bon, si vous ne mettez pas le constructeur de la classe, vous aurez le constructeur par défaut. Ça, c'est une règle générale. Et vous devez plutôt implémenter toutes les classes, toutes les méthodes qui sont annoncées. Donc, les signatures sont annoncées dans l'interface. Donc, la classe doit implémenter toutes les méthodes qui sont annoncées dans l'interface. Bien sûr, implémenter les méthodes, cela veut dire qu'il faut respecter, donc il faut respecter à 100% les signatures des méthodes qui ont été annoncées dans l'interface. Donc, pour chaque méthode, on reprend exactement sa signature et on écrit le corps de la méthode dans la classe. Maintenant, il se peut que dans votre classe, vous n'implémentiez pas toutes les méthodes de l'interface. Votre classe va rester abstraite parce qu'elle sera partiellement implémentée. Elle ne sera pas complètement implémentée. Voilà.
Donc, le lien implement, c'est une flèche en pointillé vers le haut, donc vers l'interface. Donc, classe A avec des attributs de A, les méthodes que vous allez toutes définir dans la classe A. Vous avez un lien implement dont la flèche va vers l'interface. Donc là, on vous dit la classe doit implémenter toutes les méthodes de l'interface, sinon la classe va rester abstraite. Il faut la déclarer abstract class si vous n'implémentez pas tout. Bon, là, c'est quelques règles par rapport aux extensions entre interfaces, aux liens d'héritage entre interfaces. Donc, une interface peut étendre une autre interface. Ça veut dire qu'une interface peut hériter d'une autre interface. Donc, je peux écrire, donc j'ai une interface A avec des constantes éventuellement de classe et des signatures de méthode. Alors, je pourrais écrire une interface B extends A. Interface B extends A, ça veut dire que j'ai l'intention d'ajouter d'autres signatures de méthode dans l'interface B. Et bien sûr, toutes les signatures de méthode, c'est le lien d'héritage. Toutes les signatures de méthode qui ont été définies dans la classe A, dans l'interface A, pardon, seront héritées dans l'interface B. Ça veut dire que l'interface B, finalement, elle aura toutes les signatures de méthode de l'interface A, plus les signatures de méthode, ses propres signatures de méthode. C'est carrément le lien d'héritage. Bon, ça, c'est la diapo 27. Okay. L'héritage multiple, c'est la possibilité, là je sais pas, ça s'affiche pas convenablement. Voilà, maintenant ça s'affiche correctement. L'héritage multiple, c'est le fait d'avoir une interface qui hérite de plusieurs autres interfaces. On avait dit, lorsqu'on a vu le cours sur l'héritage, qu'une classe ne peut pas hériter de plusieurs classes en même temps. On n'avait pas le lien extends, par exemple, classe C, extends A, virgule B. Ça veut dire que là, la classe C, en Java, l'héritage multiple n'est pas permis. D'accord. Une classe ne peut pas hériter de plusieurs classes en même temps. Ça, on l'avait bien dit. Maintenant, ce lien entre interfaces, il est permis. Vous avez l'héritage multiple entre interfaces. Vous pouvez avoir l'héritage multiple entre interfaces. Vous pouvez avoir donc une interface I extends I1, I2. Ce qui veut dire que là, dans l'interface I, qui hérite de deux autres interfaces en même temps, I1 et I2, vous allez avoir toutes les signatures de méthode de I1 et de I2 qui sont héritées dans l'interface I, plus d'autres signatures de méthode qui sont propres à l'interface I elle-même. Bon. Donc, le nom de l'interface hérite de toutes les signatures de méthode et constantes définies dans I1 et dans I2. Donc, retenez qu'en Java, l'héritage multiple entre classes n'est pas permis, mais entre interfaces, il est permis, d'accord, il existe. Je pense qu'il y avait un schéma, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça saute. Je sais pas. L'exemple de l'interface, bon, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Donc, regardez cet exemple, s'il vous plaît, je vous laisse lire.
Bien sûr, là, plusieurs classes peuvent implémenter une même interface, hein. D'accord. Là, on vous donne un exemple. Bon, il n'est pas, on va dire que c'est une structure abstraite, la liste, hein. D'accord. Donc là, interface liste. Donc là, je vais mettre quelques signatures de méthode. Donc c'est une liste qui va contenir des entiers parce que vous avez ici en paramètre int, int et int. D'accord. Alors ici, ajouter int. Donc void ajouter int. Donc c'est une méthode qui va ajouter un élément. D'accord. J'aurais pu mettre object. Hein. D'accord. J'aurais une liste d'objets. Si j'avais une liste d'objets, j'aurais mis en paramètre object, c'est-à-dire n'importe quel objet. D'accord. Et après, on fait un cast, etc. Donc ici, là, j'ai pris un exemple simple pour une liste d'entiers. Donc une méthode qui va ajouter dans la liste un entier. Donc voici sa signature. Une autre méthode qui devrait supprimer un entier donné de la liste. Voici sa signature. Donc void supprimer et le paramètre de type int. Et une méthode qui recherche un entier dans la liste. Et là, donc, elle retourne un booléen pour dire existe ou n'existe pas, true or false. Donc là, je n'ai annoncé que des signatures de méthode. Bien sûr, on aurait pu mettre d'autres signatures de méthode. J'ai mis les trois méthodes les plus usuelles, hein, ajouter, supprimer, rechercher. Bon, ce qu'on vous dit en bas, c'est qu'à partir de cette interface, on peut implémenter une liste FIFO. Une liste LIFO, une liste FIFO, ça veut dire quoi? C'est une liste dans laquelle je fais un ajout toujours à la fin. La liste FIFO, c'est que les ajouts d'éléments se font toujours à la fin. D'accord? Et la suppression d'un élément, là, je vais supprimer un élément qui est donné. Hein, d'accord? Là, on s'en fout. Une liste LIFO, l'ajout se fait en tête, il se fait au début. D'accord? La liste LIFO, c'est comme la pile. L'ajout se fait au début. Je pourrais, par exemple, implémenter une liste triée. Si la liste est triée, lorsque je fais l'ajout, je suis obligée de respecter le tri. Donc, je ne vais pas insérer l'élément, je ne vais pas ajouter l'élément à la fin, comme la liste FIFO. Je ne vais pas ajouter l'élément au début, comme la liste LIFO. Je vais ajouter l'élément en respectant l'ordre des éléments qui sont déjà présents dans la liste. Donc, je vais toujours faire attention à garder une liste triée. Par exemple, dans cette liste triée, si je dois supprimer un élément, lorsque je fais mon parcours, lorsque je fais mon parcours, je vais m'arrêter au premier élément qui est supérieur à l'élément que je cherche. Alors que dans la liste FIFO, par exemple, lorsque je veux supprimer, je suis obligée de parcourir toute la liste jusqu'à trouver l'élément ou bien arriver à la fin et ne pas le trouver. Donc, je peux implémenter une liste sans répétition. Une liste sans répétition, ça veut dire que lorsque je veux ajouter un élément, je dois vérifier s'il existe. Je ne vais pas l'ajouter. S'il n'existe pas, je vais l'ajouter. Donc, vous voyez déjà cette méthode ajoutée, ou bien la méthode supprimée qui peut changer d'une implémentation à une autre, elle change en fonction de la classe que vous voulez implémenter. Si vous voulez implémenter une liste FIFO, vous devez respecter une certaine logique. Une liste triée, vous devez respecter une certaine logique. Une liste sans répétition, vous devez respecter une certaine logique, etc. OK? Voilà. Mais sinon, après, on ne cherche pas trop à savoir est-ce qu'on est dans la liste FIFO, LIFO ou triée, etc. pour appeler la méthode ajoutée. Parce qu'elle va s'appeler de la même manière. C'est la même signature. Même la méthode supprimée, on va l'appeler de la même manière, quel que soit le type de la liste qu'on a implémentée. Donc, c'est ça à peu près le principe de l'interface. Voilà, donc on vous dit à partir de cette interface, on peut implémenter une liste FIFO, une liste LIFO, une liste triée, etc., même avec différentes structures, sous forme de vecteurs ou de liste chaînée. Donc, vous avez vu lorsque vous avez fait le cours d'algo que, par exemple, une liste LIFO ou une pile ou là, vous pouvez l'implémenter soit sous forme de vecteur, soit sous forme d'une liste chaînée. Même une liste FIFO, vous pouvez l'implémenter sous forme de vecteur ou sous forme de liste chaînée, etc. D'accord? Donc, on s'en fout même de l'implémentation parce que l'implémentation, elle est à l'intérieur des classes. Lorsque vous commencez à définir votre classe list FIFO implement list, vous allez définir vos attributs. Selon la définition de vos attributs, votre constructeur, on saura est-ce que c'est un vecteur, est-ce que c'est une liste chaînée, etc.
Donc, même l'implémentation en tant que structure, on s'en fout au niveau de l'interface. Voilà. Donc, chaque classe doit implémenter toutes les méthodes de l'interface avec un code spécifique. Un code spécifique à chaque classe. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, class list LIFO, implements list. Par exemple, si je prends la liste LIFO, implements list, je vais reprendre la méthode ajoutée avec la même signature et je vais écrire le corps de la méthode. Bien sûr, là, je vais avoir des attributs d'abord, un constructeur, donc s'il y a lieu. OK. La méthode supprimée aussi, je vais la reprendre, je vais écrire le corps de la méthode adéquat. Et la méthode recherchée aussi, je vais la reprendre et je vais écrire le corps de la méthode. Voilà, donc de manière schématique, voilà comment vous devez procéder si vous devez implémenter une classe à partir d'une interface. Bon, on va vous donner ici un exemple d'une interface qui est prédéfinie en Java. C'est l'interface comparable, comparable. Elle est définie comme ceci. Regardez l'interface comparable qui est prédéfinie en Java. Qu'est-ce qu'elle contient? Vous l'avez peut-être utilisé, je ne sais pas. Pour les gens qui ont avancé sur les concepts de Java, peut-être que vous avez utilisé déjà cette interface. Donc voilà, l'interface comparable, donc Public Abstract Interface Comparable, voilà, elle contient une seule signature de méthode. C'est la méthode compareTo. Alors la méthode compareTo, elle a comme, bon, elle est publique, d'accord? Elle a comme paramètre un objet type object, ce qui veut dire que c'est n'importe quel objet de n'importe quelle classe que l'on pourrait imaginer. D'accord? Parce que la classe object, c'est la superclasse de toutes les classes. Donc là, quand je vais écrire cette méthode compareTo, je vais juste faire un cast par rapport à la classe que je manipule moi-même, aux objets de la classe que je manipule donc dans mon code. Donc là, c'est vraiment générique. C'est objet type object, n'importe quel objet. Cette méthode compareTo, elle retourne un int. Bon, la logique de la méthode compareTo, elle va retourner 0. C'est comme le strcmp du C, str qui compare les chaînes de caractères. Si vous vous rappelez, vous avez vu en C la méthode strcmp qui compare les chaînes de caractères. Donc elle retourne un int, elle retourne un 0 si les deux chaînes sont égales, elle retourne -1 si la première chaîne est avant la deuxième, et elle retourne +1 si la première chaîne est après la deuxième. Donc l'ordre, quand je dis avant ou après, c'est par rapport à l'ordre du dictionnaire. Okay. C'est la même chose ici. Donc, elle compare vos objets, d'accord, deux objets d'une certaine classe qui va implémenter l'interface après. Elle retourne 0 si les deux objets sont égaux, sont exactement les mêmes. Elle retourne -1 si le premier objet est inférieur au deuxième, selon l'ordre que vous allez définir par rapport à vos objets. Et elle retourne +1 si le premier objet est supérieur au deuxième. En fait, cette interface, à quoi elle sert? Elle sert souvent à définir un ordre. Un ordre si on veut avoir un tri dans la structure. Bon, on a une structure d'objets d'une certaine classe et on veut trier cette structure. Bon, ça peut être une liste, ça peut être un vecteur, etc. Donc là, on veut trier, par exemple. On est obligé, si on veut trier, parce qu'on va utiliser une méthode sort. Si on veut trier donc, notre structure qui contient des objets d'une certaine classe, eh bien, la classe doit implémenter l'interface comparable, qui veut dire que dans cette classe, je devrais implémenter la méthode compareTo en respectant cette signature et en respectant la logique de la méthode compareTo. Quand est-ce qu'elle retourne 0, quand est-ce qu'elle retourne 1 et quand est-ce qu'elle retourne -1.
Et à partir de là, une fois que j'aurai implémenté la méthode compare-to et implémenté l'interface comparable, quand je demande de trier, le compilateur, il saura comment trier, comment ordonner mes éléments, parce que je lui ai montré dans la méthode compare-to comment comparer mes éléments. OK? Donc, c'est ça le principe de cette méthode comparable et de cette interface comparable et la méthode compare-to et quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Bon, sur un exemple plus concrètement, regardez mon exemple ici. Donc, je vous laisse le temps de lire. Là, on n'a pas encore montré la méthode compare-to. Dans cette diapo, mais il n'y a pas encore l'implémentation de la méthode compare-to. Hein. Ça va venir. Voilà, donc ma classe résultat, bon, c'est une classe que j'ai déclarée de manière simple, donc qui contient donc, les résultats de candidats à un examen, par exemple un concours. OK? Donc, j'ai le nom et le prénom du candidat et j'ai sa note. D'accord? J'ai pris donc trois attributs juste pour simplifier. Hein. Donc, sa note, c'est sa moyenne. D'accord? C'est sa note globale. OK? Donc, j'ai pris le nom, le prénom et la note. Après, bon, bien sûr, vous avez le constructeur, très simple, donc résultat, qui va renseigner le nom, le prénom et la note du candidat. Vous avez la méthode toString, d'accord, qui retourne le nom plus le prénom plus la note, séparé par une tabulation, donc retourne une chaîne de caractères, qui est une concaténation du nom, prénom et note séparés par des tabulations. Donc jusque-là, il n'y a rien de spécial, sauf qu'il faut remarquer que cette classe implémente l'interface comparable. Donc public class et résultat implements comparable. Donc plus tard, donc après ça, je devrais trouver l'implémentation de la méthode compare-to qui est annoncée dans l'interface comparable. Et c'est ça l'intérêt. Hein, de toute façon. Voilà. Donc suite de la classe résultat, implémentation de la méthode compare-to. Regardez comment j'implémente la méthode compare-to dans ma classe, par rapport à ma classe. Parce que cette méthode compare-to, elle va changer selon la classe qu'il implémente.
Voilà, donc ici, la méthode compare to, voilà, je suis obligée de respecter la signature de la méthode. D'accord. Donc, je fais passer, donc, public int, elle renvoie un int et je fais passer obj de type object, n'importe quel objet. Comme je vais comparer les résultats des candidats, et moi, donc, d'après ce que vous voyez dans le code ici, je vais comparer les notes. Parce que j'ai l'intention, pourquoi je compare les notes? Parce que j'ai l'intention de classer les candidats selon leurs notes. D'accord. Je veux classer les candidats selon leurs notes. Okay. Donc, ici, je vais prendre le paramètre obj et je vais le caster en résultat parce que object, c'est générique. Moi, comme je dois comparer des objets type résultat, je vais prendre le paramètre et je vais faire un cast explicite que je vais placer dans une référence R. À partir de là, c'est comme si que j'avais fait passer en paramètre R de type résultat. Et là, qu'est-ce que je vais comparer? Je vais comparer le this avec le R. D'accord. Je vais comparer le résultat this avec le R type résultat aussi. Donc, je compare les notes. If this point note est inférieur à R point note, je retourne -1. If this point note égale R point note, je retourne 0. Sinon, je retourne 1. Ça, c'est pour suivre la logique de la méthode compare. Est-ce que c'est compris? Madame, vous pouvez reprendre le cast. J'ai pas entendu. Oui, je reprends quoi? Le cast. Je vous entends mal. Attendez, peut-être que c'est mon haut-parleur qui n'est pas... Madame, le cast, j'ai dit. Ah, le cast. Oui. Ça, c'est le cours de la dernière fois, hein, d'accord? C'est le cours sur le polymorphisme. On avait dit, en fait, on avait parlé de cast explicite. Parce que là, pourquoi je reprends? C'est comme pour la méthode equals. Vous vous rappelez de la méthode equals quand on l'a redéfinie, la méthode equals de la classe object. Elle fait passer un object en paramètre. Et donc après, moi, à un moment donné, quand je veux comparer, par exemple, deux objets de type étudiant, je suis obligée de prendre obj et je le caste en étudiant. Bon. Parce que là, obj, il est du type object. D'accord. Donc vous êtes obligé, c'est une référence type superclasse. Vous êtes obligé de transformer cet objet pour le forcer, obj, pour le forcer à devenir de type résultat. Parce que là, à ce niveau, vous voulez comparer des objets de type résultat. D'accord, madame, oui, je vois. Vous prenez obj, vous le castez en résultat. C'est ce que je mets à gauche, en orange. Là, je caste obj en résultat. Et ce résultat de caste, je le mets dans une référence R, type résultat. C'est comme si j'avais écrit compare to et que j'avais fait passer résultat du type R. D'accord. Mais là, je ne peux pas le faire directement. Je suis obligée de faire passer obj type object. Donc, je caste le obj en résultat et je mets dans R. Et après, à partir de là, je pourrais comparer le this avec R. Le this type résultat et le R type résultat. D'accord. Et là, donc, j'ai dit que dans ma tête, je veux comparer les notes des candidats. Parce que si je voulais comparer les noms, si je voulais ordonner par rapport aux noms, j'aurais comparé les noms. D'accord. Je vais comparer les noms des candidats qui sont de type string. Là, comme je veux ordonner selon les notes, je compare les notes des candidats. D'accord. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire avec cette méthode compare. D'accord. Et comment vous voulez après classer vos éléments, comment vous voulez les ordonner. Selon l'ordre que vous voulez avoir de vos éléments, vous définissez votre méthode compare. D'accord, merci. Bon, donc la suite, c'est pour voir comment sera utilisée cette méthode compare to. Bon, on l'a définie, mais c'est pour voir comment elle sera définie. Elle sera utilisée, pardon. Voilà, donc dans une classe programme, donc je l'ai appelé donc programme tri tableau. Regardez d'abord plus haut, j'ai importé la classe scanner, bon ça vous connaissez. J'ai importé la classe erase, erase qui se trouve dans java.util. Alors j'ai importé cette classe
Bon, la diapo, elle a sauté. Voilà. J'ai importé cette classe Erase parce que je vais utiliser une méthode qui se trouve dans cette classe. D'accord. Après, vous allez voir plus bas. Donc, ici, je crée un tableau résultat de 100, objets, d'accord, de taille 100. Donc, résultat V égale new résultat de 100. J'ai pris un vecteur classique, un vecteur de taille fixe. Bon, voilà. Après, donc, je vais remplir ce vecteur avec des objets de type résultat. Donc, rappelez-vous que l'objet de type résultat, il contient le nom, le prénom et la note. Donc là, rien de sorcier, j'ai une boucle et je vais remplir donc mon tableau V de I égale new résultat, nom, prénom, note. Donc à chaque fois, je lis le nom, le prénom et la note obtenue par le candidat et je vais créer l'objet V de I égale new résultat avec le nom, le prénom et la note du candidat. Donc là, c'est juste pour le remplissage du vecteur. Donc j'ai un vecteur qui contient des objets type résultat. Chaque objet il contient donc les trois attributs, nom, prénom et note, mais en fait, c'est mélangé. D'accord. Après, je veux ordonner ce vecteur par rapport aux notes. D'accord. Je veux l'ordonner. Je vais juste appeler la méthode sort. Vous voyez en bas en orange, sort de V. Et cette méthode sort, elle est définie dans la classe Erase. Donc, c'est la méthode qui va faire un tri du vecteur. D'accord. Mais par rapport à quoi? Par rapport à ce que j'ai défini dans la méthode compare_to. Donc la méthode sort, elle utilise la méthode compare_to que j'ai définie dans ma classe résultat. Et j'ai montré comment il faut comparer, comment il faut ordonner les éléments. Cette fois, j'ai voulu ordonner selon les notes. Donc cette méthode sort, elle va regarder ce que j'ai mis dans la méthode compare_to. Elle utilise ce que j'ai mis dans la méthode compare_to. Donc ce qu'elle veut classer. D'accord. Donc, le premier candidat qui sera dans la liste, c'est celui qui aura la plus basse moyenne. Donc, en général, c'est pas ce qu'on veut. Hein. En général, on veut mettre, surtout pour un concours, on veut mettre le meilleur avant. D'accord. On veut mettre le meilleur avant. Comment on peut procéder pour mettre le meilleur avant? En premier. Donc, j'ai dit, d'après ce que j'ai défini dans compare_to, la méthode sort, elle va utiliser de la logique, elle va me mettre la plus mauvaise moyenne en premier, on va être la deuxième, la troisième, et la dernière sera la meilleure. Si je veux avoir l'ordre inverse, c'est-à-dire que je veux avoir le premier candidat, c'est celui qui a la meilleure note. Comment je fais? À votre avis, comment je fais? Pour inverser l'ordre. Vous avez entendu ma question? Allô? Est-ce que vous êtes là?
Allô? Répondez, s'il vous plaît. Allô? Oui, vous êtes là. Oui, madame. Oui, j'ai posé une question. Vous avez entendu la question? Non, madame, on n'a pas entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui. OK, donc j'ai dit, regardez, j'ai défini ma méthode Compare2 et j'ai appelé la méthode SORT. Alors, j'ai appelé la méthode SORT à ce niveau pour, voilà, pour ordonner les résultats. Donc, c'est pour ordonner, disons, le PV. D'accord. Euh, Là, je vais avoir le premier candidat de la liste, c'est celui qui a la plus mauvaise note, la plus petite. D'accord? Parce que ça ordonne de la plus petite à la plus grande. Et le dernier de la liste, il aura la meilleure note. D'accord? J'ai dit ma question. Si je veux avoir l'inverse, c'est-à-dire le premier candidat, c'est celui qui a la meilleure note et le dernier, c'est celui qui aura la plus mauvaise note. Comment je vais procéder? On Vous fait avez reverse order. reverse order. Et vous la trouvez où cette méthode reverse? Dans quelle classe? Oui, il y a la méthode reverse dans la classe collections. Dans une classe collections, vous avez aussi la méthode, une méthode qui fait le tri et une méthode qui inverse le tri. D'accord. Maintenant, si j'ai que cette méthode sort, par exemple, je ne veux utiliser que cette méthode sort, comment je pourrais procéder? Hmm. Vous pouvez simplement On inverser change l'ordre. Oui, on change quoi? la logique de compare to. Très bien, voilà, voilà. Si je n'ai que la méthode sort et je veux l'utiliser, je change la logique de la méthode compare to. Là où j'ai mis -1, je vais mettre 1. Là où j'ai mis 1, je vais mettre -1. D'accord? Donc, if this point not inférieur à R point not, je vais retourner 1. Et dans le dernier else, je vais retourner -1. Là, ça va inverser l'ordre des éléments et je vais avoir l'ordre des croisons. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais faire comme remarque. C'est tout. Sinon, vous avez aussi la méthode reverse, c'est dans la classe collections. Voilà, donc ça, c'est l'exemple. C'est bon, vous avez compris l'exemple? Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette interface comparable? Est-ce que vous avez utilisé déjà l'interface comparable? Oui, madame. Est-ce que, oui? Est-ce que vous l'avez utilisé? Je n'ai pas entendu. Oui, Oui, très bien. Est-ce que vous avez utilisé l'interface comparator? Il y oui, a une madame. autre. D'accord. Donc, l'interface comparator, elle offre plus de possibilités, mais après, on va la voir dans un exercice. Hein. D'accord. Il y a aussi l'interface comparator qui vous permet de comparer les éléments et pour justement pour avoir cette notion de tri dans une structure. OK. Bon, on vous dit, bon, ça c'est juste une remarque par rapport à la classe Arrays. Elle contient d'autres méthodes, binary search, qui fait une recherche dichotomique dans un vecteur lorsque votre vecteur est trié, equals qui vérifie l'égalité entre deux vecteurs, la méthode fill qui remplit donc le vecteur avec une valeur spécifique, arrays.fill x, donc elle va v x, elle va remplir donc votre vecteur v avec la même valeur x. Bon, c'est juste à titre indicatif. Hein. Voilà. Donc, un autre point par rapport aux interfaces, c'est que vous avez la possibilité de définir une classe à partir d'une interface et d'une autre classe. D'accord. Donc là, on avait vu l'implémentation d'une classe à partir d'une interface, mais ce que vous avez remarqué aussi dans notre exemple, quand je dis
qu'une classe implémente une interface. La classe doit implémenter toutes les méthodes qui sont définies dans l'interface. Mais aussi, la classe peut définir des méthodes propres à elle. Hein, d'accord? C'est-à-dire que vous avez vu dans la classe résultat, on a implémenté l'interface comparable. On tenait juste la méthode compare_to. Mais dans la classe résultat, il y avait d'autres méthodes. Il y avait la méthode toString, la méthode, je ne sais pas, on aurait pu mettre la méthode affichée, d'autres méthodes, hein, d'accord? On aurait pu ajouter d'autres méthodes. Hein. Donc, une classe qui implémente l'interface n'est pas obligée uniquement d'implémenter les méthodes de l'interface. Elle peut ajouter ses propres méthodes. Hein. Mais l'essentiel, elle doit implémenter toutes les méthodes de l'interface. Bon, je reviens à ce point. On peut définir une classe à partir d'une interface et d'une autre classe. D'accord? Donc là, c'est comme si une classe peut hériter, si on veut, hein, ce n'est pas un lien d'héritage, peut hériter d'une interface et d'une classe. C'est une manière de simuler l'héritage multiple. On avait dit qu'une classe ne peut pas hériter de deux classes en même temps, mais elle peut hériter d'une interface et d'une classe. Donc, il est possible de créer une classe qui implémente une interface et qui étend une autre classe. Voilà donc le schéma. Donc, la classe B extends A, implements I. Donc, la classe B, elle étend la classe A, donc c'est l'héritage, et elle implémente l'interface I. Le lien d'héritage, donc c'est un trait plein avec un triangle. Et le lien d'implémentation, c'est la flèche en pointillé. Donc voilà, classe B extends A, implements I. Vous allez avoir les attributs de B et les méthodes de B. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est défini dans A, il est forcément implicitement dans B. D'accord? Toutes les méthodes de A sont forcément héritées par B. On peut redéfinir les méthodes de A dans B, etc. C'est le principe de l'héritage. Implement I, donc toute méthode qui est annoncée dans l'interface I doit être implémentée dans la classe B, sinon la classe B va rester abstraite. La classe B hérite de tous les attributs et méthodes de A et doit implémenter toutes les méthodes qui sont annoncées dans l'interface I. Voici un exemple. Donc, on va voir ce point à travers un exemple. Donc, je vous laisse le temps de lire la diapo. Voilà, donc là, j'ai une classe cercle. La classe cercle, vous la connaissez. Hein? Donc, j'ai défini un cercle avec un point et un rayon, par exemple. J'ai des méthodes, par exemple, déplacer, etc. On a vu la classe cercle, hein? On l'a déjà vu. Et d'un autre côté, j'ai une interface qu'on appelle traçable. Bon, on a décidé de l'appeler comme ça pour dire comparable, traçable, etc. Okay, on peut l'appeler autrement. Donc, une interface traçable. Okay. Donc là, elle va contenir une signature de méthode ou les deux signatures de méthode, éventuellement des constantes de classe, on ne sait pas. D'accord, voilà. Donc schématiquement, j'ai une interface traçable et j'ai une classe cercle avec des attributs et des méthodes. Je veux, donc à partir de la classe cercle et de l'interface traçable, je veux créer une classe cercle graphique. Donc pour moi, la classe cercle graphique, c'est un cercle que je vais tracer à l'écran, que je vais dessiner. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, la classe cercle graphique, elle va avoir ses propres attributs, éventuellement peut-être, et des méthodes. Bon, parmi les méthodes, on peut redéfinir les méthodes de la classe cercle. Si on ne les redéfinit pas, on va les hériter directement sans les écrire. La classe cercle graphique peut avoir ses propres méthodes, donc principe de l'héritage. Elle peut définir une méthode qui n'est même pas dans la superclasse et elle doit implémenter toute méthode dont la signature est annoncée dans l'interface traçable. Donc, c'est ça la logique. Donc,
elle doit implémenter tout ce que je mets comme signature de méthode dans l'interface traçable. Voilà. Donc, à ce niveau, j'ai ma classe cercle. Donc là, je n'ai pas repris toutes les méthodes de la classe cercle, ça ne sert à rien de les reprendre. Voilà, vous connaissez donc la classe. Bon, juste que la classe cercle ici, elle est définie par un centre de type point et un rayon de type double. D'accord, la classe est supposée définie, je reprends juste une portion. Donc là, j'ai le constructeur qui va renseigner le centre et le rayon. Centre égale new.c.x.y et rayon égale à r. Et après, bon, j'aurai d'autres méthodes. À l'intérieur, l'affichage, le toString, si on veut déplacer, redimensionner, et ainsi de suite. Bon. Alors, l'interface, maintenant, l'interface traçable. Regardez ce que j'ai mis dans l'interface traçable et lisez les commentaires. Là, comme je dois dessiner le cercle, après vous allez voir, comme je dois dessiner le cercle à l'écran, j'aurai besoin d'objets de la classe graphics. Bon. Il est défini dans AWT, sinon dans le package Swing aussi, plus récent que le AWT. Donc là, j'utilise des objets graphiques. Donc l'interface traçable, si je veux lire ce que j'ai mis ici sur la diapo, j'ai défini une constante de classe pour définir la dimension maximum du tracé. C'est-à-dire que je ne dois pas dépasser une dimension égale à 100. Donc, dimension max égale à 100. Bon. Et la méthode dessinée, voilà, c'est juste la signature de la méthode dessinée qui accepte en entrée un objet G de type graphics. D'accord, donc la méthode dessinée, elle est de type void, elle accepte en entrée un objet de type graphics. Donc c'est juste la signature. Hein. Ça veut dire que la méthode dessinée, je devrais l'écrire dans la classe cercle graphique. Regardez le schéma. La méthode dessinée que j'ai mise dans l'interface traçable, la signature, je l'ai mise dans l'interface traçable, je dois l'implémenter dans la classe cercle graphique. D'accord? Parce que la classe cercle graphique implémente l'interface traçable. Voilà. Et quand je l'implémente, je dois respecter cette signature exactement. Voilà. Donc, je reviens à ma classe cercle graphique que je vais définir à partir de la classe cercle et de l'interface traçable. Public class cercle graphique, extends cercle, implements traçable. Alors, j'ai ajouté un attribut couleur de type color que je ne trouve pas dans la classe cercle. Donc, rappelez-vous, dans ma classe cercle, je n'ai pas mis la couleur. J'ai mis juste le centre et le rayon. Là, comme je veux dessiner mon cercle à l'écran, j'ai ajouté la couleur. Couleur, mais là, j'ai respecté type color parce que parfois, donc, dans nos exemples, parfois je mettais type color, parfois je mettais type string. Comme là, je veux dessiner, je suis obligée de mettre type color. D'accord. Donc, la couleur, type color, c'est un attribut supplémentaire par rapport à la classe cercle. Alors, maintenant, j'écris le constructeur cercle graphique. Regardez le constructeur.
Voilà, donc le constructeur de la classe qui étant la classe cercle, il va appeler le constructeur de la classe cercle, la superclasse. Donc rappelez-vous que dans le constructeur de la superclasse, on avait le point comme paramètre, on avait le point et le rayon, or le centre et le rayon, donc super C virgule R. Okay. Donc j'appelle le constructeur de la superclasse avec les deux paramètres comme je l'ai défini dans la superclasse, dans la classe cercle. Et après, je renseigne la couleur, couleur égale couleur. Voilà, donc là, rien de spécial par rapport à l'héritage. Regardez la méthode dessinée. Maintenant, je suis obligée d'écrire la méthode dessinée qui est annoncée dans l'interface traçable. Bon, je vous laisse le temps de lire le code de la méthode. Voilà, donc quand j'écris la méthode, bien sûr, il faut respecter la signature, d'accord, dessiner et je lui donne en paramètre graphics G, donc c'est un objet type graphics, d'accord, parce que en fait cet objet type graphics, il va me permettre d'appeler la méthode qui va dessiner le cercle à l'écran. Je suis obligée d'avoir un objet type graphics. Donc déjà, j'utilise la dimension max. Elle est définie où? Dimension max. À quel niveau on l'a définie? Interface. Vous vous rappelez? L'interface, voilà. On avait défini une constante de classe dimension max égale à 100. D'accord. Donc là, c'est juste pour dire si la dimension de mon tracé dépasse la dimension max, je ne pourrais pas dessiner. Je dirais que c'est trop grand. Donc c'est ce que je fais. Hein. Si elle est inférieure ou égale à cette dimension max, qui pour moi c'est une limite pour le tracé, je vais dessiner le cercle. Bon, le cercle ou la autre chose. Ici, c'est le cercle. D'accord. Donc, if rayon, si la dimension de mon objet, cercle, est inférieure ou égale à la dimension max, je vais dessiner. Dans le else, je vais dire rayon trop grand. Voyez la logique. Donc, dimension max, je vais l'utiliser juste pour vérifier est-ce que le rayon ne dépasse pas la dimension max. Donc, supposez que le rayon ne dépasse pas la dimension max, je vais utiliser cet objet graphique pour pour fixer la couleur du tracé. Donc, G.set color couleur. La couleur, en fait, c'est ce qui définit mon objet cercle graphique. Hein. Voilà, donc mon objet cercle graphique, il a une couleur. Donc, je prends cette couleur et c'est avec cette couleur que je vais tracer. G.set color de couleur, par exemple color.red, color.blue, etc., ce que vous voulez. C'est des constantes fixées dans la classe couleur. Hein, d'accord. Après, donc, vous avez une méthode drawOval. drawOval, bon, elle accepte 4 paramètres comme suit centre.getX moins rayon, centre.getY moins le rayon, 2 fois le rayon et 2 fois le rayon. Donc, drawOval, c'est une méthode prédéfinie dans la classe graphics et qui permet de tracer un cercle. D'accord. Et cette méthode, elle a besoin de 4 paramètres comme suit. Bon. Le X du centre moins le rayon, le Y du centre moins le rayon et 2 fois le rayon, 2 fois le rayon. Bon, voilà. Donc, c'est 4 paramètres. Voilà. Donc, quand j'appelle cette méthode drawOval, elle va me dessiner le cercle par rapport donc, au point centre qui est défini par X et Y et par rapport à la dimension du rayon. Si j'avais à dessiner un carré, j'aurais eu peut-être draw square, d'accord, pour avoir le dessin d'un carré. Mais c'est des méthodes qui sont prédéfinies. On ne fait que les utiliser, elles sont définies dans
la classe graphics, et elles doivent être appelées sur un objet de type graphics. Voilà. Cette color ijra ou oval sont des méthodes de la classe graphics. Est-ce que vous avez compris la logique de cette méthode dessinée qui dessine le cercle avec une couleur qu'on fixe? Allô? Vous suivez? Oui, madame. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris cette méthode? Madame, j'ai une question. Oui, oui. Quelle aurait été la différence si dans la classe cercle graphique, on n'avait Mhm. pas implémenté l'interface, mais on avait juste fait if rayon inférieur ou égal à 100, la valeur. Bon. Quelle aurait été la différence si on n'avait pas implémenté l'interface L'interface. traçable? Oui. Si on ne l'avait pas utilisé, on avait juste fait rayon inférieur ou égal à 100. Ça n'aurait pas, il n'y aurait pas eu de différence. C'est-à-dire, tu mets la méthode dessinée sans annoncer l'interface. C'est une classe cercle graphique qui étend la classe cercle, uniquement la classe cercle, et tu n'as pas l'interface, c'est ça. Oui. Et oui, ça c'est pas un problème. Tu peux, rayon inférieur ou égal à 100, après tu écris ta méthode dessinée comme ça et tu t'en fous de l'interface traçable. Là, c'est juste pour donner un exemple d'une classe qui implémente, qui étend une autre classe et qui implémente une interface. C'est-à-dire qu'à partir de là, après donc, c'est pas uniquement la classe cercle, tu peux utiliser cette interface traçable. Oui, tu vas implémenter une classe carré graphique, à partir d'une classe carré. D'accord? Tu peux implémenter une classe, par exemple, je ne sais pas, une autre classe, rectangle ou la triangle ou là, je ne sais pas, une classe qui a une seule dimension de toutes les manières. Hein. Bon. Une seule dimension, même, non, non, même si c'est deux dimensions, et on ne veut pas que les deux dimensions dépassent cette dimension max. C'est-à-dire que l'interface traçable, elle n'est pas uniquement, on l'implémente pas uniquement, on la prépare pas uniquement pour implémenter la classe cercle graphique. On va l'utiliser pour implémenter la classe cercle carré graphique, triangle graphique, je sais pas, d'accord, tout type de forme que l'on pourrait dessiner à l'écran. Et après, on peut s'amuser dans une même structure. On peut s'amuser à mettre comme ça plusieurs objets. Et à chaque fois que j'appelle la méthode dessinée, d'accord, elle va dessiner soit un cercle, soit un carré, soit etc. Je ne sais pas. Si tu t'en passes de l'interface traçable, oui, tu peux dessiner ton cercle. Tu peux définir ta classe cercle graphique et tu mets rayon inférieur ou égal à dimension max ou là, à 100 ou là, et tu utilises ces méthodes. Il n'y a aucun souci. Là, c'est juste un exemple pour montrer l'implémentation d'une classe à partir d'une interface et d'une autre classe. C'est clair? D'accord, madame. Merci. Voilà, donc on continue. Donc là, je vais créer un objet C de type cercle graphique. D'accord? J'ai créé un objet point, coordonnée 3, 2. Cercle graphique, C égale new cercle graphique avec le point central P, un rayon de 3,5 et une couleur color.red, donc qui appartient à la classe color. D'accord? Bon, là, je suis obligée de créer un objet G de type graphics parce que la méthode dessinée, elle accepte l'objet G de type graphics. Donc, je vais graphics G égale new graphics. Donc, c'est un objet donc de la classe graphics avec un constructeur sans paramètres. Après, je fais C points dessinés de G. Donc, j'applique la méthode dessinée sur l'objet cercle graphique et je lui fais passer en paramètre l'objet G de type graphics. Ça, c'est ce qu'on a vu ici
la méthode dessinée, elle a besoin d'un objet G de type graphique et elle va s'appliquer sur un objet cercle graphique parce qu'elle est définie dans la classe cercle graphique. C'est une méthode d'instance de la classe cercle graphique. Voilà, ces points dessinés. Là, on dessine le cercle à l'écran. Vous pouvez tester cet exemple, hein, vous regardez ce que ça donne sur vos écrans. Hein. Voilà, donc comme remarque, de la même manière, on pourrait utiliser la classe carré et l'interface traça pour implémenter un carré graphique. Il suffit d'implémenter la méthode dessinée pour dessiner un carré. Voilà. Et autre forme aussi, si on veut. Voilà, exemple d'interface prédéfinie en Java. Donc, vous avez l'interface comparable, l'interface comparator, l'interface clonable, serialisable, collection, set, list, map. Bon, là, c'est les interfaces les plus usuelles et qu'on va voir dans la suite, collection, set, list, map, etc. Et donc, chaque interface, elle a une utilité particulière. Bon, donc, l'interface clonable, c'est pour dupliquer, par exemple, les objets. Voilà. Voilà, utilité des interfaces. Donc, on vous dit les interfaces permettent d'implémenter un ensemble de classes qui offrent un service commun minimum, d'accord, des signatures de méthodes identiques. Les interfaces permettent de faire du polymorphisme avec les objets des classes qui les implémentent. Ça veut dire que là, par exemple, quand j'ai une classe A qui implémente l'interface, une classe B qui implémente l'interface, une classe C qui implémente l'interface, je pourrais avoir dans une même structure, c'est ce qu'on a vu avec le polymorphisme, je pourrais avoir dans une même structure des objets de la classe A, des objets de la classe B et des objets de la classe C, sachant que la structure qui les regroupe sera de type interface. Bon, elle sera de type I. D'accord. Et après, à l'intérieur, j'aurai un mélange d'objets type A, type B et type C, sachant que type A implémente l'interface I, type B implémente l'interface I, type C implémente l'interface C. Et après, bien sûr, les méthodes que je vais appliquer sur les objets de la classe A, c'est ce que j'ai défini dans la classe A. Les méthodes que je vais appliquer sur la classe B, c'est ce que j'ai défini dans la classe B, et ainsi de suite. D'accord. C'est ce qu'on a vu un petit peu avec l'héritage lorsque je mets une structure type superclasse et à l'intérieur de la structure, je vais mettre un mélange d'objets type sous-classe et après, donc, selon le cas, il y a des méthodes spécifiques qui vont être appliquées sur les objets de chaque sous-classe. Bon, les interfaces permettent d'utiliser des objets sans connaître leur type réel, comment ils sont implémentés. On avait vu donc, dans la classe list, par exemple, lorsqu'il s'agit d'ajouter, on ne cherche pas à savoir est-ce que voilà, c'est implémenté sous forme de vecteur, est-ce que c'est implémenté sous forme de liste chaînée ou là. Bon. Donc l'interface, c'est-à-dire que la signature de la méthode ne va pas changer selon l'implémentation qui est donnée à la classe qui implémente l'interface. Et les interfaces permettent de simuler l'héritage multiple non permis en Java. C'est le dernier point qu'on a vu, l'implémentation d'une classe à partir d'une autre classe et d'une interface. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de Java 8, quand on a défini les interfaces, on a dit que dans l'interface, il n'y a que des signatures de méthodes et éventuellement des méthodes, des attributs, des constantes de classe. Il faut savoir qu'à partir de Java 8, vous pouvez définir des méthodes statiques à l'intérieur d'une interface. Donc, méthode statique, ça veut dire, bon, vous allez la définir avec le mot statique et vous allez écrire le corps de la méthode. Vous pouvez écrire des default méthodes, donc public default, void méthode, et vous mettez le corps de la méthode. Donc, jusqu'à Java 7, la version Z de Java, dans les interfaces, il n'y avait que des signatures de méthodes. À partir de Java 8, vous pouvez avoir des méthodes statiques qui sont définies donc à l'intérieur de l'interface et des default méthodes
qui sont définis à l'intérieur de l'interface, d'accord, avec le corps. Et bien sûr, vous pouvez avoir des signatures de méthode qu'il faudra définir dans les classes qui implémentent l'interface. Voilà, donc ça, c'est un point qu'il faut retenir parce que vous risquez de trouver du code d'interface dans lequel vous avez des méthodes définies, mais c'est des méthodes statiques ou bien des default méthodes. Ce n'est pas une méthode normale. D'accord. Et bien sûr, les méthodes statiques, default méthodes qui sont définies dans l'interface seront utilisées par n'importe quelle classe qui implémente l'interface. Hein. C'est un héritage. Voilà. Donc, elles seront héritées par n'importe quelle classe qui implémente l'interface. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez compris? Allô? Vous m'entendez? Oui, madame, on a compris. Vous avez compris, d'accord. Bon, je fais juste une remarque, il ne faut pas confondre avec les interfaces graphiques. Vous avez vu les interfaces graphiques en TP? Allô? Madame, C'est quoi? Comment vous définissez une interface graphique? En utilisant la classe JFrame. Qui fait? Pardon? En utilisant JFrame. JFrame. Ah, JFrame. Oh, non, oui, bon, ok. Mais c'est quoi une interface graphique? Si on veut, bon, c'est quoi une interface graphique? Une fenêtre. C'est des classes. En fait, les interfaces graphiques, c'est des classes qui implémentent des fenêtres, des menus, des boîtes, des boîtes de dialogue, etc. D'accord? Donc, c'est des classes, ce pas des interfaces, hein, forcément. OK? Voilà. Pour ne pas confondre la notion d'interface et la notion d'interface graphique. OK. madame, Oui. j'ai une question à propos de la déclaration d'un array list. Pourquoi Mais c'est alors, on a différent des array list. Oui, allez-y, allez-y. pourquoi c'est différent quand on déclare un array list, c'est différent que par rapport à d'autres objets. Qui fait c'est différent? Dites-moi. Je n'ai pas compris la question. Hein. Pourquoi c'est Par différent? exemple, on déclare array list, puis on Ouais, met le type d'objet entre, ouais, entre les signes inférieurs et ouais, supérieurs, ouais. puis on instancie l'objet. Tu mets array list string, par exemple A égale new array list string. D'accord. Tu veux un array list de type string. Par exemple, tu es obligé de préciser. C'est ça. Parce que les collections avant, en fait, les collections ont été, quand elles ont été définies, ça c'est un type collection. Elles ont été définies pour contenir n'importe quel type d'objet. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir dans une collection n'importe quel type d'objet. C'est un mélange d'objets. Je peux avoir un string, un point, n'importe quel type d'objet. D'accord. Mais là, on a voulu spécialiser ces collections pour mettre dans la collection des types d'objets spécifiques. Donc, quand tu définis, tu mets array list entre chevron, tu mets string. Cela veut dire que tu veux une array list de string. D'accord? Tu veux une array list dont les objets seront de type string. Et là, parce qu'en fait, les collections, déjà, comment elles sont définies en arrière-plan, elles sont définies avec des types génériques. C'est la généricité en Java. Type générique, ça veut dire que ça peut être n'importe quel objet, c'est type object. Mais comme après nous, lorsqu'on veut manipuler ces objets array list ou les sets ou la H7 ou là, c'est les ensembles, etc., et on veut avoir dans cet ensemble ou là dans cette array list, mais je la array list, comme les collections, on veut avoir un type spécifique d'objet, on spécifie le type d'objet.
Parce que là, si tu laisses ouvert, tu peux mettre n'importe quel objet à l'intérieur de la array list. D'accord, madame. Parce que c'est des types génériques qui ont été définis. Bon, là, je vais partager un exercice pour terminer sur ce point, interface. Donc, je vais arrêter le partage et je vais partager autre chose. Non, c'est pas ça. C'est l'exo 5 de la série 4. Bon, je vais reprendre. C'est la série 4 sur l'héritage et polymorphisme, là où il y a un exercice classe abstraite et un exercice sur les interfaces. Donc, je prends l'exercice sur les interfaces. Non, c'est pas celui-là. Bon. Voilà. Je vais le partager. Voilà. Donc, c'est l'exo 5 de la série 4. Hein. Vous lisez l'énoncé. C'est bon, vous voyez l'énoncé de l'exercice, c'est bon? Oui, madame. Mhm. Voilà, donc là, vous avez une interface tab dans laquelle on a mis une sous-signature de méthode, fusion, vecteur V2 et vect V, vect V2, vect V. D'accord? En fait, c'est une méthode pour la fusion de deux vecteurs. D'accord? C'est une méthode d'instance, ce qui veut dire que je vais fusionner en fait le this avec V2 et je vais obtenir comme résultat le vect V. Voilà. On dispose aussi d'une classe vect pour manipuler des vecteurs d'entiers. Et dans la classe vect, vous avez, bon, elle est implémentée, la classe vect. Hein. Donc, l'interface, elle contient la signature de la méthode fusion. Et la classe vect, elle est définie comme suit. Regardez donc ce qu'il y a dans la classe vect.
Voilà, donc dans la classe vect, donc ça vous savez, donc un vecteur, il est défini par une référence T, d'accord? Comme c'est un vecteur d'entier, c'est une référence T type entier et une taille, la taille du vecteur, d'accord? Bon, là, j'ai mis private, d'accord? Donc int T et private int taille. Donc dans la classe vect, vous avez deux attributs. La référence T vers en fait, des éléments type entier et la taille du vecteur qui est de type entier. Voilà. Donc ici, après, vous avez le constructeur de la classe vect qui a un seul paramètre qui est le n, taille égale à n, et je crée l'espace du vecteur. Donc t égale new int de taille. D'accord, c'est créer les cases, si on veut créer les cases du vecteur. Et ces cases vont contenir des entiers parce que, bon, en fait, le t est une référence vers entier. Voilà, donc dans le constructeur, il y a la création, il y a donc l'initialisation de la taille et la création de l'espace du vecteur avec cette taille. Bon, après, il y a une méthode saisir, c'est pour remplir les cases du vecteur, for i allant de 0 jusqu'à taille. T de i égale e.nextInt. Donc là, on va remplir le vecteur avec des éléments type int qu'on va lire au clavier. Et on a la méthode afficher, qui affiche donc les éléments du vecteur séparés par des espaces. D'accord? Donc tout simple, j'ai les attributs, deux attributs, j'ai le constructeur qui crée le vecteur, j'ai la méthode saisir qui remplit les cases du vecteur et j'ai la méthode afficher qui affiche les éléments du vecteur. Voilà, donc j'ai cette classe et j'ai l'interface tab, PH, la signature de la méthode fusion. Il a trop sauté. Voilà, voici les questions. Donc, vous lisez les questions par rapport à cet exercice. Donc, la première question, c'est redéfinir les méthodes toString et equals dans la classe vect. Donc, vous prenez la classe vect, indépendamment de l'interface, vous prenez votre classe vect et vous la complétez avec la redéfinition de la méthode toString et la méthode equals qui sont définies dans la classe object. Ça, on a vu, hein, on a vu pas mal d'exemples avec la méthode toString et la méthode equals. Hein. Comment on va redéfinir la méthode toString pour cette classe vect? Qu'est-ce qu'elle va retourner, à votre avis, pour la classe vect? Donc, je reviens dans la classe vect. Voilà, ma classe vect. Et je veux redéfinir la méthode toString dans cette classe. Elle retourne un string. Oui, oui, elle retourne un string, mais ce string, il va correspondre à quoi? Qu'est-ce qu'il va contenir, le string? Les éléments du vecteur. Voilà, elle va retourner, très bien, elle va retourner une chaîne de caractères qui va contenir les éléments du vecteur, un à la suite de l'autre, séparés peut-être par des espaces ou la part des tabulations. Donc, on va faire une concaténation des éléments du vecteur. Et on va dire que la chaîne qui contient la concaténation des éléments du vecteur, on va la retourner dans la méthode toString. D'accord? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà fait un exemple comme ça pour retourner donc la méthode toString qui retourne la chaîne correspondant à la concaténation des éléments du vecteur? Vous avez fait un exemple en TP ou là? Non? Je
pense que je l'ai demandé en devoir, non? Les autres, vous êtes là? J'ai un seul qui, un seul étudiant qui parle avec moi. Les autres, vous êtes là? Allô? Oui, madame, on est là. On est là. Bon, j'ai deux, parce que j'ai entendu déjà cette voix. Donc, j'ai deux étudiants qui sont avec moi. D'accord. C'est qui, en fait, qui vient de me répondre? C'est quel nom, s'il vous plaît? Ibn Gazen. Ibkes. Et le deuxième qui m'a répondu? Wassim. Pardon, j'ai pas entendu. Wassim. D'accord. Ok. Ok, donc voici la méthode toString de la classe vect. Voilà. Regardez comment on l'écrit. Redéfinition de la méthode toString qui va construire une chaîne S string et qui va contenir donc les éléments de T de I qui seront donc retournés dans cette chaîne, concaténés et qui seront retournés dans cette chaîne. Je les ai, en fait, à chaque fois, je sépare l'élément par les deux éléments par une tabulation. Donc, S, pour I allant de 0 jusqu'à N, S égale S plus NT égale point toString de T de I. Donc, je prends, comme les éléments de mon vecteur, ils sont de type entier. Je les transforme en toString, je les transforme en string, chaîne de caractères, d'accord? Et je les ajoute à S. Donc, NT égale point toString. La méthode toString, c'est une méthode, bon, mise à part Hadi, hein, c'est pas Hadi. C'est une méthode qui est définie, une méthode de classe définie dans la classe enveloppe integer. Si vous allez dans la classe enveloppe integer, vous allez trouver une méthode toString qui transforme un entier en chaîne de caractères. Donc, elle prend l'entier T de I, elle le transforme en chaîne de caractères et elle l'ajoute à S. Donc, si I est inférieur à taille moins 1, S égale S plus tabulation. Donc, j'ajoute une tabulation si ce n'est pas la fin pour séparer deux éléments entre eux. Je disais. Madame, Oui, oui. on peut pas faire un toString sur un tableau direct. Un toString sur un tableau. Oui. Le tableau tel que tu l'as défini comme ça. Non. Non, on fait un vect point get l'attribut du tableau. Get point quoi? V.get? L'attribut que j'ai oublié comment on l'a déclaré, l'attribut. Non, attends. Si tu me parles de vecteur ou bien array list ou la array ou la, ça tu peux le faire parce que c'est la méthode toString, elle est déjà prédéfinie. Mais tel que tu le définis comme ça, ton vecteur V avec crochet, tu es obligé de définir ta méthode toString. D'accord. Mais avec vecteur, par exemple, tu n'es pas obligé de redéfinir parce qu'il est déjà défini le toString avec vecteur. Donc, tu fais return v.toString, c'est carrément les éléments de ton vecteur qui seront retournés entre deux crochets, un crochet ouvrant, un crochet fermant. OK, voilà. Donc, ici, on retourne la concaténation des éléments. Donc, c'est ça la redéfinition de la méthode toString. Là, on aurait pu la noter avec @override pour dire que c'est une méthode que l'on redéfinit. D'accord? Voilà. Maintenant, la méthode equals. Voilà, on vous dit, prenez cette classe vect et redéfinissez aussi la méthode equals. Elle va vérifier quoi, la méthode equals? C'est si deux vecteurs sont égaux. Oui, mais elle va vérifier exactement quoi?
l'égalité entre deux objets. Oui. D'abord, elle va vérifier les tailles des deux vecteurs parce que vous avez vecte qui est défini par une taille et un ensemble d'éléments. D'accord. Donc, elle va vérifier les tailles. Déjà, si les deux tailles ne sont pas égales, elle va retourner faux. D'accord, c'est pas la peine de continuer. Si les deux tailles sont égales, elle va continuer à vérifier les éléments 2 à 2. Donc, si tous les éléments 2 à 2 sont égaux, elle va retourner vrai. S'il y a une discordance entre deux éléments, elle va retourner faux. Mais après, il faut respecter, on a déjà écrit la méthode equals, il faut respecter la signature telle qu'elle a été définie dans la classe. Elle est définie où la méthode equals? Object. Object, voilà. Donc, en respectant la signature, voilà ce que vous devez écrire dans votre méthode equals. Bon, je vous laisse lire. On a déjà redéfini cette méthode avec d'autres classes. Hein. Voilà, donc la signature de la méthode equals, donc elle est de type booléen et public, et elle doit accepter un objet de type object. Donc là aussi, je devrais faire le cast, comme tout à l'heure. Bon, il y a un certain nombre d'instructions à vérifier déjà. Donc, if this égale obj. Return true, ça veut dire que je suis en train de comparer le même objet. Le this et obj, c'est les mêmes. Donc, if this égale obj, je retourne vrai. Je ne vais pas vérifier les éléments et autre chose. If obj égale à nul, si je vais passer une référence nulle, nul ne peut pas être égal à un objet this. Bon, voilà. If obj égale à nul, je retourne faux. D'accord. If this.getClass est différent de obj.getClass, ça veut dire que là, je demande de vérifier deux objets qui ne sont même pas dans la même classe, de la même classe. Ils ne sont même pas de même type. Donc, je retourne faux. If this.getClass différent de obj.getClass, je retourne faux. Maintenant, obj, c'est pas this, obj n'est pas nul, et c'est la même classe. Je veux vérifier deux objets de la même classe. Maintenant, moi, comme je suis dans la classe vect, je vais vérifier deux objets de la classe vect. Donc, je prends l'objet obj en paramètre et je le caste en type vect. D'accord. Et je mets ce cast, en fait, ce résultat de cast, je le mets dans une référence de type vect. Vect v égale vect obj. Donc, je fais un cast explicite. À partir de là, ça veut dire que je vais vérifier le this avec le v. Le v que je fais passer, comme si je le faisais passer en paramètre. Donc, if v.taille différent de this.taille, je retourne faux. Ça veut dire que les deux vecteurs n'ont même pas la même taille. Et donc là, il faut retourner aussitôt faux. Sinon, il faut vérifier l'égalité des éléments. Tant que i inférieur à 10.taille et v de t de i égale à 10.t de i, donc tant que les éléments des deux vecteurs t dans v et dans 10 sont égaux, je vais avancer. I égale i plus 1. Bon. Si i est inférieur à 10.taille, je retourne faux parce que ça veut dire que je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin. Ça veut dire que j'ai trouvé deux éléments non égaux. Donc, je retourne faux, sinon je retourne vrai. Bon, là, c'est classique comme traitement, hein, c'est facile pour vérifier l'égalité des éléments de deux vecteurs. Hein. Voilà, donc il faut respecter un peu la signature de la méthode et les premières instructions de vérification, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'on est en train de vérifier deux objets de la même classe. On fait un cast et après on continue à vérifier normalement les attributs, les valeurs d'attributs. Voilà. Maintenant, la deuxième question. Voilà, je reviens à ma deuxième question. À partir de l'interface tab et de la classe vect, donc on demande d'implémenter la classe vecteur ordonné, qui permet de créer, saisir, afficher un vecteur trié et fusionner deux vecteurs triés dans l'ordre croissant. Donc, rappelez-vous que l'interface tab, elle accepte donc un objet type vect
et elle a un résultat type vect, donc dans les paramètres, et bien sûr, elle fait la fusion de deux vecteurs. De type vect. Mais là, on veut vecteur ordonné, d'accord, à partir de la classe vect et de l'interface tab. Et dans cette classe vecteur ordonnée, on veut qui est donc la création, la saisie, l'affichage, etc. Et la fusion de deux vecteurs, bien sûr, parce qu'on doit implémenter la méthode fusion de l'interface tab. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on va mettre dans les vecteurs ordonnés? Qu'est-ce qu'il y a lieu de redéfinir, par exemple, de définir, etc. Dans la classe vecteur ordonné. À votre avis, est-ce qu'il y a des choses à redéfinir, à définir de nouveau, à part la méthode fusion? Bien sûr, on est obligé de la définir.